Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans Entretien. Aujourd'hui, nous recevons Ibrahima Ousmanou, expert en technologie de l'information, chef d'entreprise. Avec lui, on parlera de la souveraineté numérique du Cameroun, comment rendre notre pays autonome. Ibrahima Ousmanou, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, merci Madame Mayo, merci pour cette invitation. Je suis tout oui pour partager avec vous un thème qui m'est cher, la souveraineté numérique du Cameroun. J'espère qu'on aura ensemble à dérouler des pistes. On l'espère également. Et la souveraineté numérique du Cameroun qui préoccupe. On parlera du prétexte de cette émission tout à l'heure, mais déjà, comment vous évaluez l'évolution numérique du Cameroun d'hier à aujourd'hui? Déjà, il faut dire, je rêve d'un Cameroun où l'agriculteur à Bafoussam ou à Moura ou à Mokolo en train d'utiliser une app sur son mobile ou sur son iPad d'une application faite par des Camerounais et où les données sont stockées à Yaoundé ou à Douala où le réseau est maîtrisé par des Camerounais. C'est un rêve. C'est un rêve. Mais malheureusement, malgré la dynamique de notre jeunesse, les compétences des formations, nous avons quand même une grosse dépendance des outils technologiques importés, que ce soit en termes d'applications. Rassurez-vous, plus de 90% des applications utilisées, que ce soit dans le public ou le privé, les entreprises privées, sont importées. Et nos données sont stockées hors de nos frontières. Les réseaux sont maîtrisés, je ne veux pas parler des noms, mais vous savez, les industries de télécommunications au Cameroun, les leaders sont des étrangers. Donc voilà, un Cameroun aujourd'hui est en cours de maturation technologique. Le cadre juridique a évolué, il faut le dire quand même, il faut le reconnaître. La création de l'ANTIC il y a quelques années, la régulation avec l'ART, donc le cadre juridique est en maturation. Il y a une dynamique qui se fait croire, mais nous sommes très en retard par rapport aux pays qui ont le même potentiel que nous ou bien qui ont un potentiel plus bas que nous. Est-ce que c'est cette dépendance aux applications venant de l'extérieur qui fait en sorte qu'on observe une certaine fragilité ou une certaine vulnérabilité au niveau de nos applications qui du jour au lendemain sont attaquées? Non, je pense que il faut aujourd'hui la question de numérisation ou de digitalisation de notre pays, on ne devrait pas le prendre d'abord par la question de la sécurité de cyberattaque. C'est d'abord par la question de qu'est-ce qu'on digitalise. Les services publics délivrent quand même, si nous prenons le cas de services publics, plus de 3000 services, de l'acte de naissance, du passeport, de CNI, du certificat de l'aide d'engagement, de l'aide de carence. Tous les ministères délivrent des documents. Mais dites-vous s'il y a un seul document au Cameroun que vous vous asseoir chez vous, dans votre salon, dans votre baignoire, en train de vous doucher et commander ce service. Aucun service, malgré la possibilité de faire des paiements Orange Money, ainsi de suite. Il y a un peu des Pas même les services médicaux, il y en a quand même. Il y a quelques-uns, mais ce n'est pas déroulé jusqu'au bout. Il faut arriver à récupérer le document physiquement, il faut amener certains éléments physiquement, donc la chaîne n'est pas totalement digitalisée. Donc ça, il y a d'abord ce problème-là, de définir les services, l'ensemble des services, de prendre en priorité quels sont les services qu'on va digitaliser et qu'on se mette à digitaliser avant de penser à la sécurité. Si vous prenez les entreprises privées, c'est la même chose. On a quand même un pays où à 80% c'est de l'informel. Donc les patrons d'entreprises, y compris celles qui sont souvent appelées grandes entreprises, ne sont pas conscients de place du numérique, du digital dans leur organisation et dans leur performance. Ce qui fait que donc, la digitalisation des activités aussi privées ne sont pas au rendez-vous. Donc s'il n'y a pas une base de digitalisation énorme, on ne peut pas parler de sécurité. Donc, ni dans le secteur de la santé, de l'éducation. Aujourd'hui, nos enfants vont à l'école, on ne peut même pas suivre leur parcours en ligne. Donc, ça pose un vrai sujet, d'abord de la digitalisation. Et puis, la sécurisation n'est qu'un plan de la digitalisation qu'à mon avis, aujourd'hui, l'Afrique ne devait pas s'en inquiéter. Tous les services sont-ils digitalisables? Oui et non. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand même, on est dans une révolution. Il y a l'IA qui entre en jeu, c'est-à-dire il y a un robot et un calculateur, il y a des algorithmes capables de traiter des données et aider l'humain à aller plus vite. Donc ça, c'est la question de l'IA. Donc, ça veut donc dire que oui, il faut arriver à tout digitaliser pour produire de la donnée, pour produire des éléments. La donnée n'est autre que l'information rationnelle structurée. Donc, si vous avez de l'information rationnelle structurée, ça permettra à ce que votre robot vous aide à prendre des décisions. Donc oui, tout est digitalisable. D'abord les secteurs prioritaires, l'éducation, la santé,
le transport, le service public, les transactions commerciales. Donc oui, tout est digitable, mais aller chercher une copine à marier, on ne peut pas le digitaliser. Vous êtes d'accord avec moi? Évidemment. Et dans notre pays, on remarque, vous l'avez dit, dans tous les secteurs, il y a quand même une certaine amélioration. Mais du regard de l'expert en technologie de l'information que vous êtes, quels sont les exemples de technologies qui sont mal utilisées dans notre pays? J'ai envie de dire tout est mal utilisé. Tout est mal utilisé. Je vais être un peu dur, mais bon, on va prendre ce qui marche. C'est qu'on applaudit aujourd'hui l'Afrique, la digitalisation de la bancarisation avec les monnaies électroniques, mobile money ou ainsi de suite. Donc ça facilite les transactions. Mais imaginez-vous, aujourd'hui déjà la transaction entre deux opérateurs ne marche pas. Alors que l'interopérabilité, c'est qu'on nous enseigne dès qu'on entre en première année de la formation d'ingénierie informatique. Faites une application qui va et réagir avec d'autres applications. Imaginez-vous quand vous dites votre WhatsApp, ça s'installe que sur un téléphone fantôme. Vous êtes coincé à avoir un téléphone fantôme pour avoir WhatsApp. Non, l'IT est pour de l'interopérabilité. Donc ça ne marche pas alors qu'on a une bonne révolution, la monnaie électronique. Vous avez les outils comme Facebook, les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, qui sont comme des plateformes de vente, d'enseignement, d'éducation. On prend souvent l'exemple de la Chine, qui éduque ses enfants sur TikTok, qui les enseigne. Aujourd'hui, on dit 80% des enfants, des jeunes, en Chine, quand on les pose la question, qu'est-ce que vous voulez être? Ils vous parlent d'être astronaute, scientifique, médecin. Le contraire, aux États-Unis, ils veulent être influenceurs, musiciens, ainsi de suite. Bon, ça veut dire ces outils technologiques qui sont à la portée de tout le monde, qui sont pas exigeantes en termes d'infrastructure. Il ne vous faut pas un grand ordinateur pour avoir les outils que je viens de citer, peuvent être utilisés pour déployer l'éducation, la santé, le transport, le privé, les transactions économiques. Un seul exemple sur le routier. Tout le monde a Google Maps. J'ai utilisé Google Maps pour rejoindre votre site, malgré que je vous ai demandé d'indiquer. Mais on a toujours les accidents de route. Alors qu'on peut utiliser les outils de map pour savoir le trafic en route, pour savoir le nombre, les endroits où il y a des accidents. Les gens peuvent même contribuer pour alerter, pour dire qu'il y a un trou à tel endroit. Et quand un chauffeur arrive, on peut nous éviter des trous, on peut nous éviter des voitures garées, des nouveaux dépassements. Donc il y a tellement d'utilisation avec ces technologies existantes qu'on n'en fait pas. Donc pour moi, oui, il y a des évolutions dans l'utilisation, l'évolution d'Internet, la pénétration, la 5G sur d'autres endroits, mais l'utilisation n'est pas au bout. Les entreprises, dans leur grande majorité, ont opté pour Internet. Ça veut dire que vous avez des entreprises qui ont des pages Facebook, qui ont des comptes sur LinkedIn, qui ont des comptes sur Twitter, ainsi de suite, qui veulent se positionner, qui veulent se vendre. Mais à côté, il y en a qui pensent que le numérique a ce mauvais côté qu'il ne faudrait vraiment pas y penser. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre analyse, de votre point de vue, le numérique est incontournable pour les entreprises qui souhaitent absolument se vendre? Et comment bien utiliser le numérique? Le numérique, la question ne se pose plus. Je pense que, exemple pour exemple, nos grands-parents posaient la question d'aller à l'école ou pas. Mais aujourd'hui, personne qui a un enfant nous pose encore la question si l'enfant doit aller à l'école ou pas. Le numérique est un outil indispensable, incontournable pour toute structure qui se veut moderne. Alors la question se pose par où y aller. Donc pour des entreprises purement commerciales où la maîtrise de leur production est interne, tout de suite il faut arriver à vendre. Donc pour moi, le choix d'aller sur cette plateforme est une obligation. Mais comment y aller, c'est ça la profondeur de la chose. Oui. Les marketistes doivent savoir comment cibler. La plus grande question, c'est le ciblage. Tout le monde s'y met à publier la vente, je sais pas, d'un produit X, alors qu'un jeune de 12 ans n'a pas besoin de ce produit. Ou bien un cadre d'entreprise de 50 ans n'a pas besoin de ce produit parce que c'est pour les femmes, ainsi de suite. Donc le ciblage est très mal fait et vous vous retrouvez donc avec des contenus qui ne sont pas aussi intéressants parce que la publication, soit elle n'est pas suffisamment renforcée, soit le contenu n'est pas bon. Et derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a un sujet sur ces réseaux sociaux, la sécurité. Il y a de l'arnaque. Donc les gens sont allés, ils sont réticents, soit on les a arnaqués parce que la vente n'est pas arrivée jusqu'au bout et le stock n'est pas arrivé chez le client final. Et donc du coup, les gens ne sont pas intéressés à acheter en ligne ou à la fin, le produit n'est pas de bonne qualité. Donc il y a un travail de ciblage, de sécurisation de transactions
et de qualité de produit, pour que les produits qui sont sur les pages Facebook, TikTok ne soient pas de produits qui sont de très mauvaise qualité et que l'utilisateur à la fin, le consommateur à la fin ne soit pas intéressé d'aller dans les plateformes numériques pour aller faire ses achats. Justement, c'est la sécurisation, le problème de beaucoup d'entreprises. Vous avez des entreprises de télécommunications qui sont exposées aux cyberattaques. Comment on arrive à attaquer de grandes entreprises comme celle-là qui ont une connaissance très avancée sur le numérique? C'est là où le paradoxe du numérique et la beauté du numérique. C'est-à-dire la technologie est là de ce qui est noble. Même le pauvre peut accéder. Vous savez, le cas de l'Inde. L'Inde est l'un des pays le plus évolué en Haïti. Le président de Microsoft aujourd'hui est un Indien, le vice-président de Facebook est une Indienne, et ainsi de suite. Donc, c'est accessible à tout le monde. Donc, tout le monde peut remettre en cause votre forteresse. Ce n'est plus l'ancienne entreprise fermée, barricadée avec des murs et pour accéder, il faut un badge et ainsi de suite. Donc, l'Haïti est un monde ouvert. Donc, ce qui fait que ces grandes entreprises dans nos régions ne prennent pas très au sérieux la question de la donnée. Aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui protège l'utilisateur. Oui. C'est-à-dire votre donnée qui se retrouve partout, l'entreprise ne connaît pas la sanction. Les industries de télécom n'ont pas une sanction prévue par la loi. Si demain, le numéro de Madame Claude se retrouve entre les mains d'une autre personne et qui l'arnaque, voilà la sanction que ces entreprises vont payer. Donc, dès lors qu'il n'y a pas de sanction, investir sur la sécurité n'est pas leur priorité. Donc, on est en face d'une défaillance juridique, on est en face d'une question d'investissement et de rentabilité sur les questions de sécurisation. Et pour investir sur la sécurité, il faut une masse critique. Aujourd'hui, en termes d'abonnés, celui qui a plus d'abonnés, je ne connais pas les chiffres, c'est entre 12 et 20 millions d'abonnés. Souvent, ce n'est pas justifié pour construire une forteresse. Et comme la technologie évolue tous les jours, les cyberattaqueurs, les hackers, ils apprennent tous les jours. Dans le darknet, il y a des outils qui se créent tous les jours. Donc, ça exige à ces entreprises, à ces industries de télécom, d'investir tous les jours. Et vous savez, dans le modèle économique, on n'investit pas quand on ne gagne pas. Donc, s'il n'y a pas de sanction, s'il n'y a pas de rétribution, personne n'investira sur la sécurité. Et aujourd'hui, on est totalement non sécurisé, hein, y compris nos banques. Pour ne pas savoir, les statistiques ne sortent pas, mais c'est des milliards que les entreprises au Cameroun et en Afrique subsaharienne perdent par un hacker russe, estonien, chinois, nigérian, placé quelque part dans le monde, qui bloque le compte, qui demande des rançons. Et les gens payent, ils n'ont pas de choix. Donc, il y a une dynamique à mettre en place. L'État a une responsabilité pour définir les lois, les règles, pour mettre en place des outils techniques de sécurisation, les clés publiques, et ainsi de suite. Et ça permettra donc de résoudre ce problème. Mais il y a aussi quand même un peu pour le sortir par là, l'éducation de l'utilisateur. Certains utilisateurs s'amusent avec leur mot de passe, disent leur mot de passe, remplissent les bordereaux d'opérations, transactions, monnaie électronique devant les gens, tapent le code à côté. Donc ça pousse quand même aux arnaqueurs, aux cyberattaqueurs de tester nos solutions. Donc il faut être formé, il faut être sensibilisé, il faut avoir une culture de sécurité d'abord du consommateur que nous sommes avant d'utiliser ces outils-là. Justement, j'allais vous demander, au regard de toutes ces dérives observées sur le numérique, vous pensez que les Camerounais, les Africains ont été préparés, suffisamment préparés à l'arrivée du numérique? C'est allé très vite. C'est allé très vite sur le numérique. Internet, nous, on se rappelle dans les années 2004, quand on commençait les écoles d'ingénierie, il fallait taper sur F4 pour que Internet passe vite, il faut réactualiser. Pour ouvrir une page Google, ma fille aujourd'hui ne sait pas que Google, ça peut traîner. Donc, certainement, c'est allé très vite. Mais les moyens pour apprendre et pour sensibiliser ne sont pas des moyens énormes. Et la preuve en est que ma maman, quand elle utilise WhatsApp, personne ne l'a amenée à l'école. De bouche à oreille, elle a appris comment appuyer l'audio, elle a appris comment répondre, comment faire des émoticônes. Faire un statut. Voilà, faire un statut. Voilà, nos mamans aujourd'hui font des statuts. C'est quand même incroyable. Donc, c'est-à-dire, il y a une dynamique de culture qu'il faut juste créer. Il faut créer la culture de la sécurité, la culture de l'utilisation du numérique. L'Afrique, la préparation de l'Afrique va aller vers sa jeunesse. Parce qu'on a quand même la chance, dans nos pays, dans notre continent, il y a une majorité de jeunesse qui est plus ou moins cultivée. La question de la jeunesse et de l'énergie, il faut l'encadrer. Aujourd'hui, elle va très vite sur la danse, la musique. Je ne suis pas contre la culture.
Mais on peut dire à cette jeunesse, soyez en tête de proue sur les questions d'éducation, de sécurité, d'apprentissage, de diversité, les questions de connaissances. C'est bien beau, le divertissement, mais la culture aussi est bien. Donc il faut une dynamique, cette jeunesse, elle doit comprendre et faire quand même au moins des parcours plus intellectuels, plus importants pour le développement de nos pays. Alors il y a une mauvaise utilisation de l'outil informatique par les jeunes. Totalement, y compris dans les entreprises. Après, c'est trop facile à frapper seulement sur les jeunes. Nous aussi, les chefs d'entreprise, j'en rencontre pas mal de confrères en tant que président de la commission de l'industrie du patronat, mais beaucoup ne sont pas aware, ne sont pas sensibles sur comment la technologie peut les aider à aller plus vite. J'ai rencontré un confrère chef d'entreprise, important quand même, qui se dit qu'il est en train de recorriger les courriers faits par son assistante. Je dis, mais ChatGPT, DeepSheet, toutes ces plateformes Claude, Mistral, ça te fait un courrier en 5 minutes. Au lieu d'embêter ta collaboratrice à faire le courrier, l'outil est là pour ça. Donc, ils ne sont pas au courant. La question des rapports lors des grandes réunions, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de prendre plus de 3 heures pour écrire votre rapport. Un outil IA qui se connecte lors de votre réunion et qui vous prend un rapport en 5 minutes, vous prenez le temps de corriger et vous avez votre rapport. Donc, il y a ces outils-là, les chefs d'entreprise ne sont pas au courant. Et à l'intérieur des entreprises, l'effort n'est pas fait. On est sur le quotidien. Le plus important, le chauffeur qui transporte le stock de l'usine vers Yaoundé, ce qui urge, c'est qu'il arrive à temps. Il oublie de dire, j'ai démarré, je suis parti, j'utilise l'outil technologique, je donne ma position, j'ai dit mon niveau d'essence, je remplis les fiches numériques. Personne n'a besoin. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire à tous les niveaux, dans les entreprises, dans le grand public, mais d'abord, surtout la jeunesse. Vous évoquez la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'IA. Oui. Seulement, bien avant l'arrivée de l'IA, il y avait le téléphone portable, il y avait les ordinateurs, il y a eu Internet. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Mais avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a une mauvaise utilisation du téléphone, de l'outil informatique, d'Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui facilite un peu la vie, il faut le dire, on ne va pas vers plus de dérives qu'avant? À certains, on va plus vers les dérives. Certes, j'ai pris l'exemple de l'IA, mais il faut dire qu'il n'y a pas d'IA sans l'informatique, sans la donnée, sans les applications. L'IA s'appuie sur de la donnée. Et donc, ce que j'ai donné comme l'exemple du transporteur, il faut qu'il utilise d'abord son application de suivi de son parcours, de son chargement, au lieu d'utiliser le cahier pour dire je suis sorti à telle heure, ainsi de suite. Il faut qu'on digitalise cette opération, on l'informatise. Certainement, on ne le fait pas aujourd'hui, il faut le faire. Après, quand on aura suffisamment de données des chauffeurs qui ont parcouru les routes du Cameroun pour livrer les produits, l'IA peut donc venir rentrer dans ces données pour exploiter ces données et dire, bon, le meilleur trajet, c'est, si on veut aller à Bafoussam, c'est de partir à 5 heures plutôt qu'à 5h30, là où il y a moins d'embouteillage. Le tronçon le plus accidenté va être le tronçon Ngaoundéré Tchapbal, par exemple. Donc ça, c'est l'intérêt de l'IA quand il y a de l'informatique. Donc, certainement, il faut informatiser. Si ce n'est pas fait, l'IA, c'est de la dérive, certainement. On va faire de la manipulation, on va essayer de faire une image de Claude en train de faire X ou Y alors que ce n'est pas vrai. On va utiliser votre voix pour dire que vous avez fait une émission qui n'a rien à voir avec vos valeurs et ainsi de suite. Donc, certainement, les gens vont l'utiliser s'il n'y a pas une organisation, une orientation. Aujourd'hui, ni dans les entreprises, je n'ai pas l'impression qu'ils définissent les politiques d'utilisation d'IA et de nos données. Ni dans le public, il n'y a pas de règles. Aujourd'hui, la donnée au Cameroun, il n'y a pas de loi qui encadre la donnée comme celui de l'Union européenne. On nous a dit, et ce qu'ils disent les experts, les États-Unis et la Chine innovent, l'Europe régule. Donc oui, c'est bien, ils font l'effort de réguler. Quelle est la position de l'Afrique? Est-ce qu'on innove? Est-ce qu'on régule? On n'est nulle part. Est-ce qu'on est des bons utilisateurs? On n'est ni dans ceux qui innovent, ni dans ceux qui régulent. Là, c'est le danger. Ça veut dire qu'on va prendre tout ce qu'on va trouver avec la dérégulation. Ça peut être catastrophique. Vous vantez les prouesses de l'intelligence artificielle qui pourrait faciliter le travail dans les entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce contexte, dans notre contexte actuel, l'intelligence artificielle est incontournable? Absolument. Moi, je suis même pas dans la relativité. Je ne suis pas dans la relativité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle
est un atout important pour nos pays pour aller encore plus vite. On a pris l'exemple de l'Internet, on a pris l'exemple du mobile money qui a aidé quand même à accélérer les transactions. L'intelligence artificielle, c'est un levier d'accélération supplémentaire. On dit l'Afrique a des terres vides, on a un continent inoccupé. La question de l'agriculture, imaginez-vous des milliers de photos des plantes malades qu'on peut stocker dans une IA et lui dire demain quand je vais filmer mon foléré ou la feuille de coton ou l'arbre de cacao ou de café, l'IA peut te dire si cet arbre est malade ou pas. Quelle est la probabilité qu'il tombe malade? Quel est le début de symptômes? Qu'est-ce qu'on a appliqué au Brésil, au Portugal, au Cuba, au Vietnam, aux États-Unis pour la même plante? Qu'est-ce qu'on a appliqué au Burkina, au Mali, et ainsi de suite, parce que la donnée est centralisée. Donc, l'IA, c'est un outil formidable. Formidable pour accélérer la question de l'agriculture, mais pour accélérer les questions de recherche sur la santé. Qui s'occupe de la santé tropicale, des maladies tropicales? Personne aujourd'hui. De toute façon, même si on s'en occupe, c'est quelques fondations, Fondation Bill Gates, X ou Y, c'est pas leur maladie. Ils s'occupent de la grippe en Occident, c'est ce qui les dérange, de l'Alzheimer. Nos parents sont bien ici en Afrique, on n'a pas de problème d'Alzheimer. Ouais. On a d'autres problèmes. Est-ce que l'IA, quand on va collecter la donnée sur le palud, sur la fièvre typhoïde, sur la tuberculose, est-ce que l'IA ne peut pas aider à accélérer la recherche? Donc nos petits centres de recherche dans nos universités peuvent exploiter ces données qui sont là depuis 40 ans. Et qui les données dans les zones asiatiques qui nous ressemblent, dans les zones de l'Amérique latine qu'il y a depuis des années, on peut les réenregistrer dans l'IA pour faire des solutions pour gérer les maladies tropicales. Ça, c'est la santé. La question de transport, jusqu'à aujourd'hui, on a encore des embouteillages dans nos villes, alors que c'est un carrefour qui est bloqué, l'autre carrefour est ouvert. Je ne sais même pas comment on définit les routes. Donc tout ça, l'IA peut aider avec les projections démographiques, avec le trafic, les positions des usines, les positions des bureaux. L'IA peut arriver à aider à gérer le transport, la circulation. Donc pour moi, ce n'est pas le moment d'hésiter, c'est d'apprendre, de connaître la logique de l'IA, de s'approprier, de dépasser les dérives de l'IA. L'IA n'est qu'un outil. Le téléphone, nos parents ont hésité à nous donner le téléphone quand on sortait. On avait le bac, c'était risqué pour eux, ils refusaient. On a peut-être la même logique aujourd'hui avec nos enfants, mais c'est trop tard. Aujourd'hui, personne ne peut vivre sans un téléphone. Il fallait juste nous éduquer sur la bonne utilisation du téléphone. Je pense que c'est le même cas sur l'IA. Il faut la bonne utilisation de l'IA, mais il ne faut pas hésiter à aller from crash. Avec l'intelligence artificielle, on a la possibilité en entreprise de faire le travail de 5 personnes en 2 minutes. Est-ce que l'IA, aujourd'hui dans les entreprises, ne reviendrait pas à envoyer le personnel au quartier? Du tout pas. Du tout pas, il ne faut pas prendre l'IA dans ce sens-là. L'IA aide à accélérer les choses. Donc, si vous parlez de la question du chômage, mais regardez la balance commerciale de l'Afrique ou du Cameroun. On connaît toute l'actualité avec le président américain qui met les tarifs douaniers pour résoudre son problème de balance commerciale. Oui. Alors, aujourd'hui, quel jeune vous allez lui dire de cultiver le riz, il va accepter d'aller le faire? Le Cameroun importe 400 000 tonnes de riz. Qui est prêt à aller prendre là-haut? Donc, est-ce que l'IA ne peut pas aider à accélérer, à robotiser, à ce qu'on ait le champ pour faire du riz? Vous savez, le Cameroun importe presque 200 000 tonnes de poissons. Tout ça, est-ce que l'IA ne peut pas aider à avoir une intelligence, un jeune dans son bac de la taille de ce studio qui fait du poisson pour son quartier? Là, il va aimer parce que c'est la techno, c'est ce qu'il est habitué à faire. Il va nommer chacun de ces poissons, il va leur donner des noms. Ibrahima, Claude, X ou Y. Avec l'IA, il va savoir Claude va bien, Ibrahima va mal. Donc, je pense qu'il faut prendre cette dynamique. Et mieux encore, si vous prenez le cas des entreprises. Aujourd'hui, si l'entreprise X, l'entreprise que je dirige, est quand même en concurrence avec des entreprises chinoises parce que le produit que je fais, on peut l'importer de la Chine, on peut l'importer de Dubaï, de X ou Y. Si mes collaborateurs peuvent aller chacun 5 fois plus vite par rapport à l'IA, je vais avoir du volume. Donc du coup, je serai obligé de recruter une autre personne pour aller 5 fois. Parce qu'aucune entreprise ne couvre le besoin au Cameroun, ni en Afrique. Nous importons énormément. Ça veut dire, si on multiplie nos capacités, on va capter les marchés, on va créer de l'emploi. Il ne faut même pas hésiter. Si vous prenez le fait qu'on a dit, OK, les transactions électroniques est venue sur une entreprise qu'on connaissait qui faisait les transferts d'argent où les gens étaient en rang. Mais est-ce que ça a tué
l'économie du Cameroun. Ça a accéléré. Ça fait qu'aujourd'hui, quelqu'un assis à Douala ne bouge pas pour acheter l'arachide à Bafoussam ou l'arachide à Ngoma dans le nord. Le fait que l'IA est concurrent à l'être humain, ça ne vient pas casser le marché. Pour moi, ça vient accélérer le marché. Prenons le cas, pour sortir de l'IA, toujours le cas de la santé. Savez-vous, en termes de ratio de médecins au Cameroun, la norme, je pense on parle de 10 000 habitants pour un médecin. Au Cameroun, on a même peur de sortir ce chiffre-là. Donc, imaginez-vous un médecin qui collecte quand même un ensemble de scans ou de radios de 100, 200 malades. L'IA l'aide à analyser ces incidents, ces sorties radio ou scans. Il va aller très rapidement pour donner les médications. L'IA même proposera 2 ou 3 façons de gérer parce qu'il y a une base de milliers de façons de traiter ces scans. Vous voyez comment il peut aller plus vite. On va mieux soigner les gens et demain, il va y avoir des gens en bonne santé qui vont envoyer leurs enfants à l'école pour faire autre chose, ainsi de suite. Donc, l'IA n'est pas là pour remplacer l'humain. L'IA permet d'accélérer. Prenez l'IA comme votre téléphone n'est qu'une partie de l'IA. Votre lunette qui vous augmente votre vue n'est qu'une partie de l'IA. Donc, il faut le prendre comme ça. Il faut l'utiliser pour le bien-être global, pour la création de l'emploi et pour l'accélération de notre souveraineté. Ibrahima Ousmanou, vous prendrez part aux journées de l'entreprise digitale. Quel est l'intérêt d'un tel événement pour le Cameroun? Non, c'est un événement, à mon avis, on devait l'organiser toutes les semaines. On a connu la révolution après le capitalisme, la révolution industrielle. Après la révolution industrielle, on a dit la révolution numérique. Aujourd'hui, on a la révolution intelligence artificielle, la révolution de la donnée. Mais nous, est-ce qu'on a fini notre révolution numérique? Vu le cas que je vous ai dit tout à l'heure, la situation du Cameroun avec les services non digitalisés, les entreprises qui ne sont pas encore totalement digitalisées, une journée comme celle-là doit être faite toutes les semaines. Mais une fois l'année, c'est le moment de faire rencontrer tous les acteurs, déjà pour résoudre les problématiques que vous avez citées. La cybercriminalité, la cyberattaque, quel choix d'outils, comment créer de la gouvernance, les règles, les lois, les maturer, quelle technologie faire la promotion. Est-ce que vous connaissez une application qui fait l'unanimité, qui fait par un Camerounais? Non. Moi, j'en sais pas. On voit quelques applications sur des affiches. Mais si vous partez dans le nord du Cameroun, je ne sais pas s'il y a une affiche de Wasipito, par exemple. Wasipito qui fait dans la santé, si je prononce bien le nom de l'application. Donc, il y a un problème. Donc, il faut faire la promotion. On a Polytechnique, je fais une parenthèse, Polytechnique de Yaoundé ou l'IUT de Gaoundéré, qui est là depuis 40 ans presque, ou 35 ans. Il n'y a pas une seule application utilisée par une entreprise privée sérieuse faite par un Camerounais. On importe des applications Sage, Oracle, Microsoft des États-Unis, de l'Europe. Donc il faut que ça s'arrête. Mais comment ça doit s'arrêter si on ne dit pas à la jeunesse, aux ingénieurs, aux experts, c'est quoi nos besoins? Donc on va faire rencontrer les gouvernants, la gouvernance, les lois, les experts techniques, les industries de télécommunications pour les mettre ensemble pour dire réfléchissez pour notre souveraineté. La souveraineté n'est pas un mot vain. Ça veut dire que c'est pour avoir quand même, quand le monde bouge, et on le voit tous les jours aujourd'hui, qu'on ait le chez soi. Il faut réfléchir sur des data centers souverains, sur plein de sujets. Et cette journée, c'est l'occasion que tous ces acteurs se rencontrent et on fixe les priorités. Je ne sais pas par où seront les priorités, mais il faut qu'on les fixe ensemble. Merci beaucoup Ibrahima Ousmanou. Je rappelle que vous êtes expert en technologie de l'information, chef d'entreprise, notamment directeur général de Multiprint SA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous à la maison d'avoir regardé ce numéro d'entretien. À très vite sur Balafon Télévision.